Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président, chers membres du bureau et chers collègues. Honorable président, je voulais intervenir toujours dans les matières non législatives. Et là, j'ai voulu à ce que je puisse contribuer sur le point 05 et 08. Sur le point 05 des matières non législatives, là on parle des examens du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires. Honorable Président, nous savons à quelle vitesse s'exécute le rapport synthèse des vacances parlementaires. Mais heureusement, nous pouvons dire coup de chapeau à l'honorable Colette quand même qui a mis un peu de vitesse. Mais si nous devons tous attendre le rapport synthèse, ça pourra nous prendre 2 ou 3 mois, 2 mois peut-être, ou 1 mois et demi. Mais nous avons des problèmes très sérieux que vous avez évoqués vous-même, qui nécessitent une convocation d'une plénière ou 2 ou 3 plénières spéciales, président. C'est là où je voudrais insister. Je voudrais vous proposer à ce que vous convoquiez même 2 ou 3 plénières spéciales où nous devons vous parler de ce que nous avons eu à faire comme constat sur le processus électoral. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à écrire, mais si nous écrivons à la CENI, nous savons aussi, puisque le président ou le bureau de la CENI n'est pas permanent à Kinshasa, tantôt on le voit en Europe, tantôt ils sont en province. Alors nous suggérons, honorable président, c'est que vous puissiez convoquer une plénière spéciale où chaque caucus pourra peut-être venir soumettre le point saillant qui entoure le processus électoral à l'instar de l'enrôlement. Nous avons vécu à l'intérieur, honorable président, quand le peuple se lamente qu'on demande quelque chose, moi sous-sol, moi et locaux pour se faire enrôler. C'est vrai, honorable président. Parce qu'il y a l'argent qui ne parvient pas à parvenir à ces gens-là qui sont en train de travailler pour le compte de la CENI. L'argent ne parvient pas à parvenir dans l'assiette de la CENI. Lui-même, le président se plaint que c'est depuis le mois d'octobre que la CENI ne perçoit rien. Si le président Kadima se plaint, que dire de ceux-là qui sont à Maïndombe à l'intérieur, de ceux-là qui sont à Bukavu, à l'intérieur de Bukavu, de ceux-là qui sont à l'intérieur de Kambov. Donc, honorable président, il y a des sérieux problèmes qui se posent. Et en ce qui concerne le point 08, de suivi et évaluation de l'exécution des lois, honorable président. Ici, je prends par exemple l'exemple de l'entreprise chinoise CJCMT. Honorable président, les Chinois, ils vous parlent en swahili. Excusez-moi de parler de ces termes-là auxquels vous êtes allergique quand je parle des Chinois. Ils disent, mi chef mounene assemblée, mumufuko yangu. Ils disent que vous le président, vous êtes dans les poches de ces Chinois-là. Président de la République, yiko mumufuko yangu. Gouvernement mumufuko yangu. Honorable président, ça ne va pas. On dirait que toutes les entreprises auxquelles vous envoyez même certaines commissions parlementaires en mission, on dirait que ces entreprises appartiennent à certains individus qui gèrent ces pays. Comment voulez-vous que nous puissions appliquer ou comment faire exécuter les lois que nous sommes en train de voter? Là aussi, honorable président, j'aimerais que vous puissiez aussi nous convoquer en session extraordinaire pour que nous puissions nous parler et qu'on sache qui doit aller faire le contrôle, qui est qui envoie qui. Je vous remercie, honorable président. C'est à moi de vous remercier de nous accueillir sur la voie de l'Amérique. Vous avez raison, j'ai fait une proposition que l'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République démocratique du Congo, mais également aux autres fonctions de souveraineté nationale, pour les réserver exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères congolais.
Ce qui me motive, c'est de protéger la souveraineté nationale, de protéger l'intégrité territoriale et d'éviter l'infiltration au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, les institutions de la République ont été et sont infiltrées à un très haut niveau. Depuis 1996-96, si je peux dire, il y a eu un afflux d'armées étrangères, rwandaises, burundaises, ougandaises, zimbabwéennes, angolaises, namibiennes, mais aussi ces armées ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde venus dans le cadre du programme de maintien de la paix organisé par les Nations Unies, à travers ce qu'on a connu, qu'on a appelé la MONUC ou la MONUSCO. Donc cet afflux des militaires étrangers sur le sol congolais a fait qu'il y a eu couplage entre des femmes congolaises ou des hommes congolais avec des hommes étrangers ou des femmes étrangères, donnant ainsi naissance à des millions d'enfants dans des conditions que tout le monde connaît, des conditions soit de viol, soit des mariages réguliers, soit simplement des unions libres. Alors, tous ces enfants, d'après la Constitution congolaise, sont des Congolais et nous les acceptons tous comme étant les nôtres. Sauf que nous voulons nous assurer que les fonctions de souveraineté nationale telles que la présidence de la République, la présidence du Sénat, l'Assemblée nationale, le haut commandement de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, les hauts magistrats, l'Agence nationale des renseignements, l'Agence nationale des migrations, tous ces services de souveraineté doivent être tenus par les Congolais de père et de mère pour éviter l'infiltration au sommet de l'État. C'est ça qui me motive. Et ces dispositions existent un peu partout dans le monde. Comme aux États-Unis où vous êtes actuellement, vous savez que ne peut être président de la République ou des États-Unis que celui qui est né sur le sol américain. Les mêmes raisons qui ont motivé les Américains à verrouiller l'accès à ces fonctions de souveraineté sont les mêmes raisons qui nous motivent, nous, Congolais, aussi, à protéger notre souveraineté nationale. Ceux qui ont détruit ce pays, c'est tout le monde, tous les Congolais. 100% Congolais, 50% Congolais et 10% ou 1% Congolais. Tous, ils ont participé à la mauvaise gouvernance. Et vous savez que pendant plusieurs années, je ne veux pas citer des individus, il y a eu des premiers ministres de ce pays qui étaient des Congolais, pas 100% Congolais. Il y a eu des directeurs de cabinet du président de la République qui n'étaient pas 100% Congolais. Il y a eu même parmi des chefs d'État de la RDC, il y a eu même des gens dont on doute de la nationalité congolaise. Vraiment. Donc, que la mauvaise gestion du pays, nous devons assumer la responsabilité en tant que Congolais. Mais cela n'est pas une justification pour qu'on puisse laisser la porte ouverte à une infiltration étrangère bien connue et que si on l'a identifié, il faut l'éviter. Je donne l'exemple. On a connu dans ce pays le chef d'état-major de l'armée nationale congolaise qui était James Kabarega, d'origine rwandaise, qui a eu accès à toutes les informations confidentielles dans l'organisation militaire du pays. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le président Mzee Laurent Désiré Kabila, James Kabarebe est retourné chez lui au Rwanda. Il a pris un avion plein de militaires rwandais. Il connaissait exactement les cibles qu'il fallait frapper. Il est allé tout droit prendre d'assaut la base militaire de Kitona. Il n'y a même pas eu de résistance. Nous voulons éviter ce genre d'infiltration au sommet de l'État en réservant ce genre de postes-là exclusivement aux Congolais qui soient nés de mère et de père congolais. D'abord, la loi que je propose, elle est impersonnelle. Parce que vous invoquez toujours un individu, vous voulez qu'on mette la vie de 105 millions de Congolais en danger par rapport à un individu. Je voudrais dire que sous la période de Mobutu, la Deuxième République, M. Moïse Katumbi n'était pas éligible pour être candidat à la présidence de la République. Parce que la Constitution, à l'époque, l'article 7 disait clairement qu'il fallait être zaïrois, né de mère et de père congolais. Donc il n'était pas éligible, il était dans ce pays-ci. Pendant la période actuelle, il n'est pas éligible pour la présidence de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit que son père est italien, grec, et il est connu aujourd'hui que sa mère est zambienne et sa femme est burundaise.
Comment est-ce que quelqu'un comme ça arrive à être éligible pour la présidence? Donc, je ne veux pas entrer dans l'individualisation de la démarche. La démarche que nous avons vise à verrouiller l'accès à la présidence pour que, pour toujours, qu'on ne puisse plus prendre le risque d'un individu qui n'est pas loyal à 100% à l'égard de la RDC au sommet de l'État. Mais si vous voulez individualiser les choses, ça c'est votre approche. Ma démarche tend à pouvoir verrouiller l'accès à la présidence de la République. Maintenant, durant l'ex, c'est de l'ex. S'il y a des individus dans le processus qui ne remplissent pas les critères que nous proposons pour être éligibles, ça c'est leur problème. Et moi, je ne peux pas connaître pour chacun des Congolais qui est des pères et qui n'est pas des pères congolais. Donc, je voudrais que ma démarche reste impersonnelle, qu'on voit l'objectivité de cette démarche-là, le bien fondé d'une façon générale, plutôt que d'aller étudier le cas de chaque individu pour déterminer si telle personne serait éliminée ou pas. La démarche que je suis en train de poursuivre n'est pas personnelle, ne vise pas des individus. Et encore l'exemple que vous venez de donner prouve à suffisance que je n'avais aucune considération pour un individu quelconque qu'il fallait exclure. Donc, ce que je propose aujourd'hui doit être une règle générale qui s'applique à tous les Congolais sans exception. Mais parce que vous invoquez le cas de l'un des parents donc, du président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai l'avantage de connaître la famille. Maman Marthe, elle est 100% congolaise. Étienne Tshisekedi est 100% congolais. Et par conséquent, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne serait pas exclu d'après la loi que je suis en train de promouvoir. Et si nous voulons protéger notre pays, cette démarche doit être impersonnelle. Si, au passage, il y a les enfants de tel ou tel individu que nous connaissons et qui ne seraient plus éligibles d'après cette loi, tant pis. Dura lex, sed lex, comme disent donc les Romains. Nous parlons d'un pays de 105 millions d'habitants. 105 millions d'habitants, ça veut dire qu'on a le potentiel de créer 100 millions d'emplois. Dans les 105 millions d'emplois, si on exclut une dizaine de postes simplement à verrouiller pour protéger la souveraineté nationale, n'enlève en rien le fait que les autres enfants, les autres Congolais, seraient éligibles pour tous les autres postes, donc toutes les opportunités qui resteraient en dehors de ces postes de souveraineté. J'ai rédigé avec une équipe d'avocats, des juristes congolais. Nous avons rédigé de loi et aujourd'hui, tous les postes à verrouiller, on les a identifiés. Et nous avons pris ce projet, cette proposition qu'on a remise dans les mains de quelques députés qui sont en train de réexaminer pour s'assurer qu'ils sont bien satisfaits de ce qui a été proposé ou bien ils ont des modifications à apporter. Dans les 2 semaines qui viennent, on devra officiellement maintenant marcher sur le palais du peuple pour officiellement enregistrer cela au secrétariat de l'Assemblée nationale, bien sûr avec le sponsorship de ces députés-là, parce que ce sont des députés qui sont autorisés à pouvoir enregistrer une proposition de loi. Donc, une fois qu'ils ont enregistré, je devine qu'il y aura une audition, une audience ou une audition, je ne sais pas ce qu'on dit exactement en français, lors de la session de septembre éventuellement, pour que tous les députés puissent en débattre et mettre leur opinion et procéder au vote. C'est intéressant, les chances sont très grandes. J'ai trouvé que les Congolais, quand il s'agit d'une question de souveraineté, ils oublient donc les clivages politiques. Nous parlons avec des députés de l'Union sacrée, c'est-à-dire de l'UDPS, de l'Union de la Nation. Nous parlons avec les députés du MLC, les députés de Ensemble pour le changement, de la Force du changement, du PALU, à tous les députés qui sont congolais, qui sont 100% congolais et qui ont connu des velléités, donc des tentatives d'infiltration au sommet de l'État, et ils savent combien ça a été préjudiciable à notre pays. Ils sont unis par le même sort. Nous regardons tous dans la même direction. Donc, personnellement, je peux vous dire que cette loi, quand elle va être présentée à l'Assemblée nationale, discutée, elle va passer par plus de 80% des votes. Mais si jamais on arrivait à la soumettre au référendum populaire, la loi va être adoptée à plus de 90%. Donc, je suis très confiant que les Congolais ont compris et qu'ils savent qu'il faut verrouiller l'accès à ces fonctions-là pour que nous puissions nous assurer que ceux qui arrivent dans ces postes sont des Congolais qui sont 100% loyaux à la République du Congo et non pas qui ont des loyautés partagées à l'égard des pays étrangers. Chères sœurs et frères, bonjour. Permettez-moi de venir vers vous pour mettre les choses au clair.
car trop c'est trop. J'ai vu passer les images où on me présentait un entretien avec X et Y, or que ce n'était même pas moi. Même la personne à laquelle ils ont fait allusion, avec qui soi-disant j'ai eu l'entretien, a nié qu'elle m'a jamais rencontré. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani, où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. 1. Je n'ai jamais rencontré M. Tchani. 2. Je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais, son quotidien. C'est ça les problèmes et la priorité même. Et ne pas aller dépenser le temps, l'argent, l'intelligence à des combats futiles qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais, qui vont probablement seulement servir à certains individus. Ce n'est pas ça la politique. Pour revenir à ce qui nous préoccupe, moi je reste dans le chapitre de la famille. La famille est là et je suis le mieux placé à vous donner la description, l'historique de la famille. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir. C'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Ma mère était congolaise d'origine de Kashobwe. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père. Donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve le droit d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leurs calomnies, leurs déclarations mensongères. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je me suis écarté de la politique et je fais que observer. Donc je ne suis pas dans la politique. Mais quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. J'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps.
Et maintenant, c'est trop, c'est trop. Donc maintenant, j'interviens en tant que responsable de la famille et en me réservant les droits de poursuivre quiconque. Peuple congolais, veuillez m'excuser d'intervenir dans ce sens. Je pense que c'était nécessaire. Et je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations mensongères. Vous savez, le ridicule ne tue pas. Moi, quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'avais trouvé la farine à $35. Prenez les images, vous étiez au gouvernorat, $35 le sac de 25 kilos. Et je n'ai pas accusé X ou Z. Je n'ai pas dit c'est à cause de telle personne, parce que la frontière, d'abord, il y avait l'interdiction par la Zambie qui n'exportait plus sa farine du côté du Congo et dans d'autres pays parce qu'ils n'avaient pas assez aussi en stock. Qu'est-ce que j'avais fait? Je suis allé en Afrique du Sud déjà la première année pour importer de la farine. Ce n'est pas la première fois que la Zambie interdit l'exportation au Congo et à d'autres pays. La Zambie, pour cette année-ci, a dit interdire à 6 pays qui importaient la farine. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Il ne faut pas mentir à la population. Il faut dire la vérité à la population pour dire, voilà, au Zimbabwe, il y a eu interdiction. Le Malawi, la Zambie avait interdit d'exporter au Malawi. Et en Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud prenait aussi une partie de maïs, et le Botswana aussi, et la République démocratique du Congo. Et c'est chaque année. Pendant les 5 ans, il faudrait... Prenez les images que vous avez, vous pouvez montrer les images. Il y a eu même des ministres qui ont été dans mon gouvernement quand on avait décidé d'aller en Afrique du Sud parce que la Zambie avait interdit l'exportation de la farine parce qu'ils n'avaient pas assez chez eux. Je suis allé en Afrique du Sud. Vous savez, quand vous êtes en train de gouverner, il faut planifier, il faut prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et moi, je prévoyais. Chaque mois de novembre, à la fin du mois de novembre, j'achetais la farine. Et cette farine était vendue dans nos communes. Il y a de la farine qu'on envoyait à Kolwezi, à Likasi, un peu partout, pour que la population ne puisse pas souffrir. Et on fixait le prix à 9 000 francs le sac, entre 9 000 et 10 000 francs le sac. Donc, ce que je demanderais au gouvernement, c'est d'aider cette population. Je vis qu'ils sont en train de se battre pour amener de la farine, mais s'ils pourront vendre cette farine à 10 000 francs, ça serait une bonne chose parce que la crise est totale. La situation n'est pas bonne, il ne faudrait pas mentir parce que quand je suis arrivé en plus, on importait 98% de notre farine en Zambie. Mais je me suis dit, on doit aller progressivement à ne plus importer le 98% de notre farine de maïs en Zambie ou en Afrique du Sud. Et j'avais demandé à tout le monde, même moi-même ou les sociétés minières, de faire des champs. Et l'importation qui était à 98%, l'importation, quand j'ai quitté le gouvernorat, était plus ou moins à 75%. Donc il restait 25%. Donc il faut continuer avec cette politique du cuivre vert qui est le maïs chez nous ici au Katanga. Mais s'il n'y a pas cette politique, l'année prochaine on aura des problèmes. Il y a la sécheresse qui arrive en Afrique australe. Et si vous regardez, même la Zambie l'année prochaine aura des problèmes. L'Afrique du Sud, pour la première fois, est en train d'importer même le maïs jaune en Afrique du Sud. C'est-à-dire il y a un problème. Et quand il y a un problème, quand on est dirigeant, on doit trouver des solutions. Il ne faudrait pas dire c'est à cause de X, c'est à cause de Z. Quand il y a eu le problème de la farine ou le choléra à Lubumbashi, est-ce que vous aviez vu le gouvernement venir au Katanga et dire nous allons sauver la situation de choses? Non, je le faisais moi-même parce que j'étais avec mon population, je devais trouver des solutions pour cette population qui m'avait porté, qui m'avait donné la chance de devenir gouverneur. C'est une population qui m'a soutenu et je sais
que je continuerai toujours à soutenir la population. Je suis en train de voir comment je pourrais aider aussi cette population. Je ferai peut-être une proposition au gouvernement pour amener la farine qui va coûter 10 000 francs. Tous les Katangais gardent la tête haute et n'acceptera pas la domination que Kamere a acceptée. N'acceptera pas la domination que Bemba a acceptée. Katumbi n'acceptera pas. C'est pourquoi nous disons déjà à ces gens que même s'ils proposaient la primature à Katumbi, au Katanga, nous allons dire non. Parce que nous sommes appelés, nous avons la vocation de gérer la République. Le Katanga a la vocation de gérer la République. Katumbi est appelé à gérer la République. Et non être un simple ministre, encore un premier ministre. C'est pourquoi on s'est dit, comme cette loi veut tout simplement disqualifier les Katanga, veut discriminer les Katanga, nous avons pris acte et comme réaction, les élections qui viennent, ils osent faire passer leur histoire qu'on appelle Tchani à l'Assemblée nationale. Nous organisons nos propres élections au Katanga. On n'attendra pas leurs élections discriminatoires, leurs élections non inclusives. Et aussi faire des recherches aussi peut-être dans d'autres musées. C'est un grand roi. C'est le seul roi qui avait dit non à la colonisation. Et il fut tué pour ça. Et son fils avait tué le colonel Boston. Et le fils aîné du roi Msiri, le roi Kalasam Kandabantu, celui qui avait succédé, c'est le père de ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Donc j'appartiens à ce royaume. Vous savez, je n'ai même pas répondre. Un prince ne doit pas s'expliquer. Vous savez, le roi Msiri avait une très grande vision. Parfois, les gens ont une confusion quand je suis à Kashobwe. À Kashobwe, c'est un village qui appartient au roi Msiri. Le village Kashobwe, vous savez, le nom Kashobwe, c'est un nom yéké. Le village Kashobwe n'existait pas. Le roi Msiri avait libéré beaucoup de villages. Mais à l'époque, comme les gens ne pouvaient pas payer en argent, ils payaient en fraude. Le village Kashobwe fut avant le village Kaindou. C'est quand le roi Msiri avait chassé les Zambiens de Kaindou. Et à l'époque, le roi Kaindou n'avait pas de moyens, donc il a dit donner une partie de ses terres au roi Msiri. C'est pourquoi vous trouverez le Mwami Kashobwe qui est intronisé par le Mwami Munongo. Et nous ne sommes pas seulement à Kashobwe, nous sommes maintenant même du côté de Balubakat, chez Moulongola. Nous avons aussi un petit village. Nous avons aussi un village du côté de Lukonzolwa. Si vous allez vers Kweto, nous avons aussi un village Yeke qui est là, à Kazimuzuri, et le village Moulangale. Mais il faut laisser les tonneaux vides parler. Bon, si ça peut distraire d'autres personnes, il faut les laisser parler. Je n'ai pas à répondre.